Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui se sont connectés sur cette conférence de presse. Merci aussi aux participants qui sont autour de la table. Le C2DS est une association que nous avons créée avec François Mourgue il y a une quinzaine d'années. Le Comité pour le développement durable en santé fédère à peu près 500 établissements sur l'ensemble du territoire, établissements publics, privés, sanitaires et médico-sociaux qui s'engagent dans la dynamique de la responsabilité sociale et sociétale. J'en suis le porte-parole. François Mourgue est en direct avec toute Toulouse, va nous faire l'introduction, en sachant qu'à côté de nous, nous avons également la vice-présidente Laurence Fontenelle qui est à nos côtés. François, je t'en prie. Bonjour à tous, merci aux intervenants, merci aux participants. Je vais faire bref. Il y a 15 ans, avec Olivier, quand on a pris cette initiative, on ne passait pas à ce point que ce soit prémonitoire. On voit combien aujourd'hui, alors nous avons conduit des actions, nous avons fait beaucoup de choses, mais finalement, les pouvoirs publics n'ont pas été au rendez-vous. Et aujourd'hui, la crise du Covid, comme les difficultés des établissements de santé, les problèmes de santé environnementale nous rappellent brutalement qu'on n'a pas le droit d'être des gens passifs. Il faut qu'on anticipe tout ce qui nous permet d'avoir une maîtrise absolue de ces problèmes de santé environnementale, mais à laquelle je rajouterai aussi la transition écologique et énergétique pour une raison très simple. Il suffit de voir les problèmes climatiques qui apparaissent. Alors, ce qu'on constate, c'est deux choses. La première, c'est que dans l'hôpital, il y a d'immenses professionnels, qui soient réanimateurs, biologistes, hygiénistes, infirmières et quelques directeurs d'hôpital, qui sont capables de faire plein de choses. Mais le deuxième constat, c'est qu'on a une ministre de tutelle, ou je ne sais pas dire, ou s'il faut dire le gouvernement, qui n'a jamais pris à corps ce problème de pilotage en matière de RSE et de santé environnementale. Si bien qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est simplement prendre la parole pour dire ayez une politique, ayez une ambition, désignez un pilote, mettez-y un peu d'argent, faisons un jalonnement de tout ça et le chemin ira très vite. Il faut décarboner l'hôpital, il faut s'engager dans la sécurité, santé environnementale, il faut booster tout ce qui est la transition énergétique et écologique. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le but de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire redémarrer quelque chose que les pouvoirs publics n'auraient jamais dû, à ce point, oublier ou ignorer, ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas y aller. Voilà. Donc, merci à tous et bon travail. François Mourgue, président du C2DS, un grand merci, aussi bien pour ton engagement professionnel et personnel sur ces sujets-là depuis tant d'années. Docteur Philippe Carenco, vous êtes également un acteur majeur du système. Je vous propose de prendre la parole pour nous présenter les enjeux qui vous tiennent à cœur. Bonjour, je suis médecin hygiéniste dans un établissement du sud de la France et j'interviens également dans de nombreux établissements médico-sociaux. Et je voudrais vous parler en premier lieu des biocides, de l'utilisation des produits biocides, c'est-à-dire surtout des désinfectants, actuellement aujourd'hui dans les hôpitaux qui sont très largement utilisés pour l'entretien des locaux. Ils altèrent l'environnement à travers les effluents et sont responsables de nombreuses maladies professionnelles, en particulier des maladies respiratoires comme l'asthme professionnel ou des maladies dermatologiques. La participation des biocides dans ces phénomènes sont préoccupants également au niveau de la résistance bactérienne aux antibiotiques, puisque les bactéries ont appris à résister aux biocides lorsqu'ils sont dilués dans l'environnement et que cette résistance leur donne également la capacité de résister aux antibiotiques. Certains de ces biocides possèdent en plus des propriétés de perturbateurs endocriniens. Il est indispensable d'installer une politique de prévention par une utilisation raisonnée de ces biocides. Et on a pu faire l'expérience en région de nombreux établissements qui ont effectivement adhéré à une politique de prévention par une utilisation raisonnée de ces produits et qui ont obtenu des résultats très intéressants, en tout cas pas plus d'infections que ceux qui utilisent les biocides. En plus des conséquences sur la santé humaine, bien sûr, ces produits ont un impact très fort sur la biodiversité, en particulier la biodiversité des espèces aquatiques. Il est donc nécessaire aujourd'hui de régulariser l'usage des biocides parce que ces biocides sont aujourd'hui distribués dans le grand public, utilisés avec frénésie dans le cadre du Covid et sans aucune, enfin dans la plupart du temps, sans aucune justification, même pas du point de vue médical ou scientifique. Donc, personnellement, je défends l'idée que nous devons réguler l'usage de ces biocides comme d'autres biocides ont été régulés, alors que les désinfectants ne le sont pas.
Le deuxième sujet que je voudrais aborder, mais il sera abordé un peu plus tard également par ma collègue, c'est la production de déchets hospitaliers qui croît de façon impressionnante, en particulier en ce moment, parce que beaucoup de déchets sont classés à tort comme déchets à risque infectieux. Le développement des dispositifs médicaux à usage unique ne garantit en rien la prévention du risque infectieux, parce que les circuits de fabrication de ces produits et de transport et de stockage ne sont pas maîtrisés. Et aujourd'hui, usage unique ne veut absolument pas dire que le produit est sûr et propre. La réglementation qui concerne le recyclage des matières qui constituent ces produits, ces dispositifs médicaux n'est appliquée que très partiellement dans les établissements de santé. Les analyses du cycle de vie démontrent par contre la grande supériorité des dispositifs réutilisables sur les dispositifs à usage unique. Il y a donc tout intérêt à accompagner, et c'est le travail que le C2DS fait régulièrement, à accompagner les établissements dans ce pratique du tri et de la sélection des déchets et surtout de l'orientation vers des filières. Enfin, l'impact des établissements de santé sur leur environnement n'est absolument pas évalué aujourd'hui, du fait que les établissements ne font pas l'objet d'un classement dans la réglementation pour la protection pour l'environnement. Il y a des installations au sein des établissements qui peuvent relever d'un classement pour l'environnement, mais les établissements dans leur ensemble ne sont pas classés. Et il serait utile que rapidement on se penche sur cette question de mesure de l'impact des établissements de santé sur l'environnement. Voilà, je suis à votre écoute pour les questions. Bonjour, Géraldine Tribault pour Hospimedia. Vous proposez de réguler l'usage des biocides et vous préconisez quoi comme autre solution? Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, les solutions qu'on a mis en œuvre dans les établissements sont de se passer l'usage des biocides chaque fois qu'elles ne sont pas indispensables. Et on peut réduire d'au moins 50% sans difficulté, parce qu'on l'a fait dans 260 établissements en région PACA, par exemple, dans le cadre d'un projet plan régional santé-environnement. On l'a fait par la pratique et l'utilisation de méthodes alternatives, que ce soit la méthode vapeur, des méthodes mécaniques avec l'utilisation des microfibres et l'entretien, en tout cas d'une partie des locaux par des microfibres ou des produits ou des méthodes sans aucun produit chimique. Ça, c'est une des méthodes. L'autre, c'est de bien utiliser et de bien surtout donner la formation professionnelle nécessaire aux agents de l'entretien pour pouvoir manipuler et utiliser l'ensemble des outils mécanisés qui n'utilisent pas de produits, que ce soit la vapeur, que ce soit d'autres produits mécaniques, d'autres méthodes mécaniques d'entretien. Et aujourd'hui, c'est une profession qui malheureusement n'est pas assez professionnalisée, si vous voulez, l'entretien des locaux, et qui manque d'union professionnelle et de formation professionnelle. Alors qu'elles existent, ces formations, mais elles ne sont pas utilisées comme mode de recrutement, elles ne sont pas déployées dans les établissements. Voilà. Ensuite, il y a des produits alternatifs, des produits qui ne sont pas issus de la pétrochimie, mais qui sont issus des produits biosourcés, qui ont beaucoup moins d'impact dans l'environnement parce qu'ils sont beaucoup plus biodégradables, beaucoup plus rapidement biodégradables, et sans doute plus efficaces aussi, d'ailleurs, au point de vue de l'entretien des locaux. On a des études maintenant qui sont très intéressantes sur l'efficacité, sur la prévention des infections de certains produits d'entretien qui, eux, sont donc d'origine biosourcée, on va dire, et en particulier d'origine probiotique. Des produits à base de probiotiques, vous dites? Oui, tout à fait. Oui, les probiotiques sont des produits issus de la culture bactérienne, Les bactéries ont appris bien avant nous à faire le ménage autour d'elles, si je puis dire, pour pouvoir se développer et croître. Et il faut utiliser ces méthodes naturelles, je dirais, très anciennes, connues en pratique dans la nature, à notre avantage. Donc vous introduisez d'autres bactéries qui vont détruire les bactéries délétères, quoi, en fait. Pas les détruire, mais vont les empêcher de pousser, en tout cas. Oui, à prévenir. Parce que le désinfectant détruit, fait la place nette, et quand on a vidé un quartier de ses habitants, si on veut éviter qu'il soit squatté, on ne sait pas par qui, il suffit d'y mettre des habitants que l'on a choisis. Et c'est la pratique du ménage avec certains produits biosourcés, qui est en vigueur dans certains pays d'ailleurs, avec plus de succès que chez nous, parce qu'on n'a pas encore étudié ou pas encore développé ces méthodes chez nous. Je pense au Canada ou à l'Italie qui ont une longue expérience dans ce domaine. Vous appelez ça les produits biosourcés, c'est ça? Dans les biosourcés, vous avez ceux qui sont d'origine végétale et ceux qui sont d'origine bactérienne. Donc, ceux qui sont d'origine bactérienne s'appellent les probiotiques, et les autres sont d'origine végétale. L'avantage des origines végétales, c'est qu'ils sont beaucoup plus biodégradables que ceux qui sont d'origine pétrolière. Pétrolière, ça représente 95% des produits aujourd'hui, et c'est fabriqué par trois entreprises dans le monde.
Et ceux qui Ouais, sont c'est d'origine propre- végétale ont un seul défaut, c'est que bien souvent, ils sont à base d'huile de palme. Donc, c'est pas non plus peut-être l'idéal. Ouais, voilà. Le gros ouais, avantage des produits biosourcés, c'est qu'ils sont faisables comme de la bière par des petites entreprises. Et donc, D'accord. en France, on a des Et, capacités. et d'origine végétale, quel type de plante on utilise? Joël Utilise Pirard, Plantes et Santé. Donc, je suis des plus plantes qui impliquée. produisent des graisses, puisque les détergents sont fabriqués aussi en grande partie à base de graisse. Donc, toutes les plantes capables de fabriquer de la graisse, et là, il y en a. Hein, ça va. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, en industriel, c'est souvent utilisé, c'est l'huile de palme. C'est pas forcément ce qu'on cherche à utiliser le mieux. Oui, on utilise l'huile de palme comme tensioactif, en fait. Donc, Oui. et on émulsifie. Pour pouvoir fabriquer le tensioactif à partir d'un produit humide. D'accord. Là, parce que bon, il y a des composants, des tensioactifs à base de sucre aussi qui existent. Il y Oui. a d'autres familles qu'on utilise dans les shampoings notamment. Les produits biosourcés ont l'avantage de pouvoir être produits sur le territoire national avec un cycle court et par des entreprises de taille relativement modeste, puisque je vous dis, c'est de la brasserie comme la brasserie bière, hein, c'est la même taille, le même principe de fonctionnement. Ça c'est pour les probiotiques. Oui, de façon générale, les probiotiques. Oui. Ouais. L'intérêt d'un produit aussi bactérien, c'est que il laisse pas les champignons se développer. Et les champignons à l'hôpital, c'est encore pire que certaines bactéries. Elles agissent par compétition. Ouais. Non, mais parce que dans les piscines, vous mettez du chlore, vous enlevez les bactéries, mais vous avez du champignon qui se développe à fond. C'est un autre sujet, mais c'est un sujet intéressant aussi. Oui. Oui. La nature ayant horreur du vide. Oui. Merci. Pour les produits, les détergents d'origine chimique, pétrochimique, vous avez dit tout à l'heure qui provoquaient une résistance aux antibiotiques. Est-ce que j'ai pas noté toutes les autres conséquences de l'usage de ces produits? Alors, ne confondons pas les détergents et les désinfectants. D'accord. On a parlé des détergents d'origine pétrochimique, les désinfectants de multiples origines chimiques. Hein, je ne vais pas vous les développer aujourd'hui, mais les désinfectants ont pour objectif premier de détruire donc des bactéries, des virus, des champignons, suivant leur nature, suivant leur capacité, suivant leur puissance. Mais parmi les conséquences qu'elles ont indirectes, c'est dans l'effluent, lorsque ces produits sont dilués, ils n'ont plus cet effet biocide. Ils ont d'abord un effet écotoxique sur le milieu naturel dans lequel ils peuvent être aboutir, parce qu'ils ne sont que très peu, pour la plupart d'entre eux, très peu biodégradés, puisque pour être biodégradés dans nos systèmes d'assainissement, il faut qu'ils soient traités par des bactéries. Or, les bactéries ne peuvent pas les traiter puisqu'elles en meurent. Donc, le produit, pour une grande partie en tout cas, il retourne dans l'environnement, soit par les boues des stations, soit par les eaux résiduaires des stations. Une fois dans l'environnement, une fois très diluées, les bactéries n'y sont plus sensibles, elles apprennent à s'en défendre, et en apprenant à s'en défendre, elles acquièrent des mécanismes de résistance qui sont communs avec la résistance aux antibiotiques. Et de cette façon-là, on augmente le taux de bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'environnement, qui nous reviennent ensuite par le biais de l'alimentation ou de l'agriculture, et qui provoquent chez nous des variations importantes de notre microbiote intestinal. Il n'y a pas que l'usage des antibiotiques par la bouche, si vous voulez, humain, qui provoquent les antibiorésistances. Or, les antibiotiques dans le monde, ça représente quelques milliers de tonnes, 1500, 2000 tonnes, mais les désinfectants, ça représente des millions de tonnes. Docteur Carinco, merci beaucoup de cet éclairage. Nous allons passer la parole maintenant au docteur Jeanne Muret. Pour les questions qui sont dans le chat auxquelles on n'aurait pas répondu, nous y répondrons par après de toute façon. Il n'y aura pas de questions sans réponse. Je passe la parole au docteur Jeanne Muret. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis anesthésiste réanimatrice à l'Institut Curie à Paris et je suis présidente du comité de développement durable de la Société française d'anesthésie et réanimation. Donc, une spécialité qui a été largement impactée par la crise du Covid, comme vous le savez. Le plan blanc avec la fermeture des opérations non urgentes, le redéploiement des lits de réanimation avec le personnel, les pénuries des drogues d'anesthésie, donc il a fallu s'adapter, l'augmentation des déchets à risque infectieux, donc Philippe Carinco en parlait tout à l'heure, et puis aussi le problème des pénuries, des équipements de protection individuelle, le développement spectaculaire de la téléconsultation et de la télémédecine, tout ce qui était impossible il y a quelques mois l'est devenu,
Je dirais aussi la transformation de la hiérarchie avec l'appel aux compétences, au terrain, un peu un management plus horizontal, ce qui a fait du bien à l'hôpital. Et enfin, toutes les discussions sur l'éthique, les traitements, les soins, etc. Donc ça a été une période très intense. Et je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience des problèmes de la planète et la relation du Covid à ces problèmes, avec la perte de la biodiversité qui pourrait être responsable de l'arrivée du Covid chez l'homme. Donc tout ça, ça a été très intense. Et les gens ont quand même pris conscience que la planète va mal. Et la cause principale en est l'accumulation des gaz à effet de serre avec ses conséquences sur le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Donc, comme vous le savez, la lutte contre ce changement climatique, c'est les accords de Paris. Il faut réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Et l'hôpital ne doit pas être mis à côté de ce mouvement. L'hôpital est responsable d'énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Si on agglomère tous les systèmes de santé sur la planète, on est le 5e émetteur de gaz à effet de serre. Donc, l'hôpital doit jouer sa part. Alors, en anesthésie-réanimation, il y a énormément d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un gros poste pour l'hôpital. Il y a le problème des déchets. Philippe Carinco en a touché un mot. Il y a eu, pendant la crise Covid, effectivement, une augmentation des déchets à risque infectieux, mais aussi des autres types de déchets, avec une absence de tri bien fait, de recyclage. Il y a pas ou peu de filières en France pour le recyclage. On ne peut pas appliquer la loi 5 flux à l'hôpital, qui devrait nous obliger à recycler les cartons, les papiers, les plastiques et les métaux. D'autre part, il y a eu la réflexion, Philippe en a touché un mot aussi, sur l'usage unique, parce que c'est bien de recycler les déchets, mais la première façon de les diminuer, c'est de moins en produire. Donc l'usage unique, est-ce qu'il est indispensable, nécessaire tout le temps? Pour vous donner juste un chiffre, il y a une étude italienne il y a quelques années qui a démontré que si on repassait aux textiles médicaux, non pas à usage unique, mais réutilisables, on pourrait créer un emploi toutes les 650 interventions, ce qui fait plus de 12 000 interventions, par exemple, 12 000 emplois pour la France. Donc, on voit qu'il y a aussi un impact économique, écologique à réfléchir aux déchets à l'hôpital. Et donc, au bloc opératoire, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup. Il y a le problème des gaz aussi en anesthésie. Les gaz qu'on utilise, c'est des gaz à effet de serre qui polluent directement l'atmosphère. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours pour diminuer leur utilisation, pour avoir recours à d'autres techniques. Et il y a l'industrie aussi qui nous aide et qui maintenant met en place des systèmes de récupération de ces gaz et de recyclage de ces gaz. Donc, il y a vraiment un mouvement depuis quelques années de prise de conscience de ce problème. Il y a le problème de l'énergie. Les blocs opératoires sont inoccupés 40% du temps. Donc, arrêter la climatisation, le chauffage, la ventilation, quand ils ne sont pas occupés, ça permet d'économiser 50% d'énergie, 50% de budget aussi énergétique pour l'hôpital en ce qui concerne les blocs opératoires. Donc, ce n'est pas négligeable. Et ce que je voudrais ne pas oublier dans cette petite liste, c'est tout l'aspect sociétal, le 3e pilier du développement durable. Au bloc opératoire, c'est un endroit où il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension, il fait froid, il y a du bruit, il y a des malades qui sont graves. Donc, il faut que tous ces efforts qu'on fait pour la planète, ça aide aussi les professionnels de santé à mieux vivre dans leur cadre de travail et à l'hôpital. Enfin, il y a un problème de formation, puisque dans les études médicales et paramédicales, et dans les curriculums, il n'y a pas du tout de notion ni de développement durable, ni de problème de santé environnementale. Donc, il faut absolument mettre tout notre poids dans la formation des professionnels et des étudiants et de tous ceux qui ont à travailler dans ce milieu. Et enfin, je voudrais terminer sur le fait que le 30 septembre, là, The Lancet a publié un commentaire. Et c'est un appel à un engagement pour la santé planétaire des professionnels de santé à l'ère de l'Anthropocène. Donc, on voit que c'est un sujet qui est extrêmement présent dans la communauté médicale. On s'empare enfin de ces questions et on fait enfin la relation entre l'état de la planète
et la santé des populations sur Terre. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis un peu surprise qu'il n'y ait aucun recyclage du style papier, par exemple, qui est un recyclage de base, qui soit pas en place dans un hôpital. Alors, en ce qui concerne les cartons et les papiers, c'est ce qui se fait le mieux, effectivement, mais ce n'est pas du tout implémenté partout dans l'hôpital. Il y a un problème aussi de données, puisque c'est souvent des données confidentielles. Donc, en fait, ce n'est pas un recyclage comme à la maison où on met dans la poubelle du papier. Il faut passer par des poubelles sécurisées. C'est des circuits qui sont très compliqués à mettre en place, qui coûtent cher, parce que le développement durable, ça coûte cher à l'hôpital. Et souvent, c'est ce que nos directeurs d'hôpitaux nous disent. Ils me disent, vous êtes bien gentil, Madame Muret, mais moi, mon budget, ça va me coûter plus cher que de le mettre dans la poubelle normale. Donc, ça se fait, mais ça se fait à très petite échelle, ça se fait difficilement et ce n'est pas du tout généralisé, en particulier dans les blocs opératoires. Oui, mais ok, l'hôpital a un problème financier, ça me paraît clair. Sinon, on ne serait pas à 5 000 lits de réanimation, mais à 10 000, ce qui correspondrait plus à nos besoins. Mais je veux dire, ok, pour le recyclage des poubelles, l'investissement est peut-être un peu plus cher. Mais quand je vois qu'il n'y a pas la clim, par exemple, reste ouverte dans les blocs ou quand ce n'est pas occupé, ça, c'est quand même pas très compliqué à mettre en place. Et l'énergie, ça coûte vraiment cher, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là, pour le coup, ça fait faire des économies parce que souvent, on a un investissement. Moi, si je change ma chaudière là, qui a 17 ans chez moi, mon retour sur investissement, je vais le sentir très, très vite. Je vais passer de 300 € par mois pour ma facture à 5-10 €. Donc, le retour sur investissement, il va être important quand même. Donc, je suis quand même un peu étonnée qu'il n'y ait pas de plan économique de par les administrateurs de l'hôpital, quoi. Ils devraient être à la pointe de ce genre de truc puisqu'ils chassent l'économie tout le temps. Leur boulot à eux, c'est de chasser l'économie. J'entends bien vos réflexions. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je pense, justement pour avancer dans ces questions. Et Olivier Thomas, dans son intervention, vous fera part des objectifs de développement durable qui ont été déclinés par le CE2DS pour répondre à ces questions et pour inciter les établissements de santé à agir. Moi, je suis d'accord avec vous, il y a aussi un impact financier très important. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les gaz, nous, on a calculé dans mon comité que si tous les hôpitaux de France font ce qu'on préconise, on a 25 millions d'euros d'économies à l'échelle de la France. C'est quand même pas rien. Les hôpitaux sont toujours en train de chercher de l'argent. Donc, oui, mais ça a un coût au départ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un coût au départ de tous ces projets et que l'hôpital, étant donné la gouvernance actuelle dans les hôpitaux, ils ont du mal à investir dans ces projets parce qu'ils n'ont peut-être pas non plus la vision à long terme. Les problèmes de santé climatique, etc., ce n'est pas tellement dans leurs objectifs. Je vous rappelle que dans le Ségur de la santé, il y a eu 3 petites mesures sur le développement durable et rien d'autre. Donc, alors que c'est un problème majeur et que c'est un problème à l'avenir, si on n'en tient pas compte, on va avoir des crises Covid tout le temps mal gérées. Voilà, clair, je veux dire, on va revenir sur les solutions tout à l'heure avec Olivier Thomas. Je laisse la parole à ma collègue. Est-ce qu'on pourrait juste, parce que vous avez parlé d'augmentation des DASRI, est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que ça a été estimé ou pas? Alors, je n'ai pas de chiffre. Il n'y a pas de comptabilité des DASRI à l'échelle de la France. C'est dommage. Olivier Thomas en parlera aussi tout à l'heure. Par contre, au niveau des établissements, il y a eu une augmentation très importante des DASRI. Du fait de la crise Covid, ce qui se justifie probablement, mais ça n'empêche pas qu'on a plein de déchets qui ne sont pas des DASRI, qu'il faut trier, recycler et surtout diminuer. Bonjour, Geneviève Delacour, journaliste à l'APM, l'agence de presse médicale pour Tech Hôpital. Justement sur ces chiffres des déchets, parce que moi j'avais interviewé un hospitalier, enfin un établissement, qui me disait qu'avec la déprogrammation, il y a quand même une réduction de l'activité. Donc, du coup, l'un dans l'autre, il n'y a pas eu forcément une augmentation des déchets et des DASRI. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a eu une déprogrammation, mais il y a eu, comme disait Madame tout à l'heure, une ouverture de lits de réanimation qui a été très importante. Alors, ça dépend sûrement des régions, hein. Il y a eu 2 régions qui étaient largement impactées. C'est pour ça qu'à l'échelle de la France, moi, je ne peux pas vous répondre. Mais les régions qui ont été impactées par le Covid, c'est-à-dire l'Est et la région Île-de-France, il n'y avait plus d'activité au bloc opératoire, mais il y avait beaucoup plus d'activité dans les réanimations et les blocs opératoires étaient transformés en réanimation. Donc l'activité, elle y était. Maintenant, à l'échelle de la France, je suis d'accord avec vous, 2 mois de plan blanc, il y a sûrement eu des économies pour l'hôpital. Je laisse la parole. Bonjour. Moi, je suis Lamina Cardiana, je suis anesthésiste réanimateur à la Riboisière et je suis présidente du syndicat Jeunes Médecins Île-de-France. Alors, mon intervention ne va pas être du tout en tant qu'experte, mais plutôt en tant que professionnelle de santé qui est intéressée par ce sujet. On va dire que déjà avant la crise de la Covid, avec les collègues au bloc opératoire, on se posait déjà des questions sur l'impact environnemental de notre activité. Et il y avait certains questionnements qui étaient très bien relayés par la SFAR, la Société Française d'Anesthésie et Réanimation. Mais on était surtout confrontés au quotidien avec des situations qui nous semblaient quand même assez invraisemblables. Pour vous donner un exemple, on utilise donc des lames de laryngoscopie c'est du matériel qu'on introduit dans la bouche des patients pour permettre l'intubation. Et quand j'ai commencé mon internat, alors ce n'était pas le siècle dernier, hein, c'était en 2009, les lames étaient métalliques et à usage multiple. Elles avaient été, on était déjà en cours de transition pour passer à l'usage unique avec des lames en plastique, qui finalement ont été abandonnées parce qu'elles étaient moins efficaces. Et du coup, on utilisait une lame plastique et une lame métallique parce qu'on n'arrivait pas à intuber correctement les malades. Et du coup, on est revenu aux lames métalliques, mais elles sont devenues à usage unique. Et en plus de ça, un jour, j'étais en poste et là, je découvre un collègue infirmier qui était en train de jeter les lames de laryngoscopie métallique à usage unique parce qu'il y avait une date de péremption sur l'emballage. Alors, toutes ces lames qu'on jetait et qui auraient pu être réutilisées d'une part, et en plus qui étaient jetées dans les ordures ménagères sans qu'il y ait de filière de revalorisation des déchets, ça pose vraiment question au quotidien. Ça nous semblait absurde. Avec des collègues, on a essayé de mettre en place des filières, ne serait-ce que de vouloir revaloriser tous ces déchets. Et en réalité, on s'est heurté quand même à l'inertie du système et de la direction. Donc, et qui, en plus de ne pas nous aider, parfois nous mettait des bâtons dans les roues. Avec ces questionnements déjà en phase pré-Covid, tous ces questionnements se sont posés avec plus d'acuité avec la crise. Et c'est vrai qu'on se retrouve à forcément remettre en question le modèle du tout usage unique. Parce que comment ne pas se questionner quand on manque de surblouses à usage unique, alors que quand j'ai commencé médecine, c'est pareil, hein, c'était pas au siècle dernier, c'était en 2002 que j'ai commencé ma première année. On avait des surblouses en tissu qui faisaient très bien le job. Comment ne pas se poser de questions quand on voit des fibroscopes jetables qui apparaissent alors qu'on avait des fibroscopes qui étaient stérilisables et qu'on pouvait utiliser. Voilà. Que penser de tous ces kits de pansement avec du matériel plastique, avec les infirmières qui galèrent avec des pinces en plastique qui sont moins efficientes que des pinces métal, qui sont également réutilisables. Comment ne pas se poser de questions quand on voit les ciseaux dont la seule fonction est de couper le cordon ombilical des nouveau-nés avant d'être jetés dans les ordures ménagères. Enfin, tout ça, ça pose vraiment question. Et puis, il y a eu le Ségur. Donc, notre syndicat Jeunes Médecins y a obtenu sa place de haute lutte, faisant valoir ses droits devant le tribunal administratif pour y siéger. Et du coup, nous avons profité de cette opportunité pour faire des propositions pour la transition écologique en santé, parce que les jeunes générations en ont assez de l'immobilisme des institutions et du trop peu de moyens qui sont alloués à cette thématique. Et puis, pareil, on voulait améliorer la formation des personnels soignants, qui est à l'heure actuelle quasi inexistante. Et voilà.
Et donc, comme vous le savez, les accords du Ségur se sont axés surtout sur le versant rémunération, que nous n'avons pas signé. Mais alors que le comité de suivi du Ségur devait permettre de débattre de toutes les autres thématiques, nous sommes de nouveau exclus et nous n'avons du coup aucun retour des tutelles concernant les propositions que nous avons déposées au cours du Ségur. Donc, dans ces propositions, nous avons évidemment proposé la nécessité d'intégrer les concepts de développement durable et de transition et de santé environnementale dans la formation initiale et continue. Il y avait également l'urgence à mener une politique de réduction des déchets qui soit ambitieuse et permettre la revalorisation des déchets qui sont créés dans les hôpitaux. Et alors, parmi d'autres, il y a également, je pense, l'urgence à mettre la prévention vraiment au centre de nos systèmes de soins, notamment en intégrant le plan national santé-environnement 4 au cœur du plan santé, pour que les facteurs environnementaux soient pris en compte à court, et moyen et long terme. Voilà. Donc, voilà, à vos questions. À vos questions. Bonjour, du coup Lorraine Lavocat, je suis journaliste pour Reporter. J'avais une question effectivement sur cette question de l'usage unique et du réutilisable. En quoi vous disiez que la crise avait posé ces questions avec plus d'acuité? Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer en quoi la crise sanitaire a rendu cette question de l'usage unique et du réutilisable plus prégnant? Alors, du coup, pour avoir travaillé dans les services de réanimation, en effet, quand on voyait les poubelles débordées d'usage unique, c'est vrai qu'on se pose des questions. Mais surtout, vous avez vu dans le document qui vous a été remis, il y avait une photo d'une infirmière de mon service qui, du fait de la pénurie de tabliers plastiques, se retrouvait quand même avec un sac poubelle sur elle. Alors, c'est une chose de le dire. On se dit aussi que c'est vaut mieux ça que de ne pas être protégé du tout. Mais quand même, c'est autre chose de le voir et de le porter surtout. Voilà. Donc, vous avez d'autres questions? Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qui, quand vous parlez de l'inertie de la direction et des tutelles, c'est quoi en fait les arguments qui bloquent le passage? Parce que c'est vrai, quand on vous entend, on se dit c'est complètement logique de se dire que passer à du réutilisable, ça aurait quand même pas mal d'avantages sur plusieurs aspects. Du coup, qu'est-ce qui bloque selon vous ou alors selon les retours qu'on vous fait quand vous abordez ces questions? Alors, pour revenir, le problème quand on est passé au tout usage unique, c'est que du coup, les personnels de la stérilisation ont été impactés. Donc, il y a moins de personnel, les espaces également ont été réduits. Et globalement, les services de stérilisation, à l'heure actuelle, ne sont plus en mesure faudrait revenir en arrière, il faudrait rembaucher du monde, réagrandir certains locaux de stérilisation qui ont été drastiquement impactés par le passage au tout usage unique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par exemple, moi, ce que j'ai vécu, en tout cas au bloc opératoire, c'est que grâce à la volonté et à la motivation de plusieurs collègues, alors docteurs, infirmières du bloc opératoire, on avait réussi à mettre en place des bacs. Alors déjà, pour obtenir les bacs, pour pouvoir mettre le métal d'un côté, les fils de cuivre de l'autre, déjà ça a été la croix et la bannière. Mais une fois qu'on a eu ces pots-là, on les a vus se remplir. Et en fait, alors que la direction devait s'engager à mettre en place la collecte de ces déchets pour qu'ils soient revalorisés par des entreprises extérieures, on s'est aperçu une fois que les bacs étaient complètement pleins, qu'en réalité, rien n'avait été fait. Et au final, ces déchets qu'on avait patiemment et avec beaucoup de motivation triés, s'étaient retrouvés dans les déchets classiques. Oui, je vais passer la parole à mon collègue. Merci. Je voulais juste poser une question. Oui, moi aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite, une étude économique sur le fait de stériliser ou le fait d'utiliser de l'usage unique? Est-ce que ça coûte beaucoup moins cher à l'hôpital de voir de l'usage unique ou d'avoir un service de stérilisation? Si je peux me permettre, je voudrais compléter la question parce que en fait, le coût de l'usage unique a explosé pendant la crise
puisqu'il y avait une pénurie. Donc, au final, les établissements ont été amenés à payer beaucoup plus pour de l'usage unique qui, en plus, manquait. Donc, est-ce que ce calcul a été fait a posteriori pour savoir combien coûte l'usage unique? Alors, cet aspect-là de la problématique, alors je ne suis pas du tout experte de ce sujet-là, mais ça va être abordé dans la conclusion d'Olivier Thomas. D'accord. Je passe la parole à mon collègue. Bonjour. Bonjour à tous. Rudy Chouvel, je suis directeur adjoint au centre hospitalier de Moulins-Isère, donc qui a environ 2200 agents et 150 millions d'euros de budget pour situer, c'est un établissement de taille moyenne. Et je travaille avec donc l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, et la FHF, qui a récemment publié 50 propositions justement sur la transition écologique. Sur le volet de la crise, donc on a tous vécu, évidemment, dans l'Allier, on était un peu plus épargnés que l'Est et la région parisienne, bien sûr, mais en tout cas, on a pu voir une forme de dégoût de l'usage unique également chez nos professionnels, qu'il s'agisse évidemment des surblouses, des masques, mais aussi des barquettes en plastique. On avait dû repasser aux barquettes en plastique pour la restauration. Et donc, je vais vous parler de la politique de développement durable que l'on a lancée au CHUMI, au centre hospitalier de Moulins, il y a 18 mois. Et donc, je vais vous présenter quelques actions rapidement, mais qui ne sont pas exhaustives, bien entendu. Donc, tout d'abord, sur l'économie circulaire avec les achats alimentaires. Donc, on a à présent recours à une plateforme d'achat qui nous permet d'avoir des contacts avec les fournisseurs, les prestataires pour acheter des produits en circuit court. On a récemment fait on a participé à la Semaine européenne du développement durable. On a pu proposer 2 menus pour l'ensemble des agents, des résidents et des patients entièrement en circuit court. Voilà, donc on a aussi la volonté de mettre un produit par jour en circuit court ou bio au self. Ça rentre aussi dans le cadre des obligations à venir de la loi Egalim sur les 50% de produits de qualité ou en circuit court ou bio à mettre au menu. C'est très souhaitable. D'ailleurs, on est très heureux que ce soit enfin une obligation, mais on ne sait pas encore comment on va le financer, à vrai dire. Et sur l'aspect usage unique, donc je voulais évoquer la question des barquettes alimentaires. Je suis très restauration, mais les barquettes alimentaires sont un vrai sujet également. On espère qu'il y aura bientôt des alternatives qui sont abordables financièrement. Toujours sur l'usage unique et plus globalement sur les achats, sur les 19 milliards d'euros d'achats, 25 avec les travaux, on peut aussi compter les fournisseurs, c'est-à-dire on souhaiterait qu'ils puissent agir aussi sur le conditionnement, sur l'optimisation des transports. Et pour ça, on a aussi besoin du concours évidemment des établissements, mais aussi des centrales et éventuellement du niveau national, bien entendu. Ensuite, sur les déchets, rapidement, je voulais simplement présenter une filière un peu innovante, donc de biodéchets, où en fait les biodéchets du self et des EHPAD sont valorisés via une valorisation animale. Donc c'est un éleveur qui est agréé par la DDCSPP, tout ce qu'il y a de plus officiel. Et donc voilà, les banques de tri ont été réalisées avec du matériel de récupération par les services techniques. Les seaux sont aussi réutilisés. Par contre, sur le volet un peu plus négatif, c'est la question des filières de tri. Voilà, les filières de tri, il y a effectivement l'aspect organisationnel, comme le disaient mes collègues, mais il y a aussi l'aspect prestataire. Tous les prestataires, tous les établissements n'ont pas des prestataires qui peuvent absorber du tri de plastique, du tri papier, carton, ça reste à peu près abordable, mais il y a quand même certaines filières qui sont un peu compliquées à mettre en place, notamment en province. Et d'ailleurs, voilà, je ne sais pas si la fusion Suez-Veolia à venir est forcément une bonne nouvelle sur ce sujet. Et en tout cas, sur le tri des DASRI et des AOM, je rejoins également mes collègues. Sur la dématérialisation, rapidement, sur l'intérêt du numérique, sur la dématérialisation, je dirais que voilà, elle est à poursuivre avec la suppression des documents inutiles, la signature électronique, les messageries sécurisées de santé également. Voilà, c'est des milliers de courriers qui sont adressés aux médecins tous les jours, tous les mois, et à mettre au bilan aussi positif de la dématérialisation, c'est les nombreux trajets évités grâce au télétravail, aux téléconsultations, à la visio. Mais bon, également, il y a un peu d'inertie. Et une mesure que je souhaitais mettre en avant rapidement, c'est
Le vendredi, alors c'est quelque chose de très moulinois, donc on a mis ça en place au centre hospitalier de Moulins il y a très peu de temps pour la semaine du développement durable. Il s'agit en fait d'épurer les boîtes mail, tout simplement, d'épurer un peu aussi les partages, de faire le ménage en fait sur les volumes de stockage. Et à l'issue donc de cette journée, on a fait une journée mais qui va se poursuivre, c'est 600 000 mails, donc 1,5 million de mails avec les sauvegardes qui ont pu être supprimés. C'est même des centaines de gigaoctets. Et voilà, en tout cas, pour terminer sur les mails, il y a un vrai enjeu QVT, qualité de vie au travail sur les mails avec la déconnexion et le nombre. Et donc, rapidement, pour conclure sur les ODD, moi, il y a le volet un peu institutionnel, donc ça, c'est sur tout ce qui est financement à la qualité. Je pense qu'il faudrait des items développement durable sur le financement à la qualité qui va monter en puissance. Sur les certifications HAS, il y en a déjà, mais pas suffisamment. Sur les CPOM, qui sont les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, ce sont des contrats qui sont signés entre les ARS et les établissements. Il faut des items développement durable pour pouvoir un peu valoriser en fait, ces sujets dans les projets d'établissement, éventuellement dans les référentiels aussi, qui sont pour avoir des indicateurs au niveau national. Et enfin, sur l'ODD à retenir, pour moi, c'est l'achat responsable, parce que l'achat responsable, ça concerne les fournisseurs, les établissements, les prestataires, les centrales d'achat. Et ça ne concerne pas que la restauration, en fait, ça concerne un peu tout. Enfin, tout n'est pas un achat, mais beaucoup de choses se payent. Et donc, les énergies, les travaux, les déchets, les aliments, tout ça, ça fait partie de l'achat responsable. Et je pense que des études au niveau national nous aideraient aussi à nous orienter sur certains achats, sur certaines décisions. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour, Sophie Martos du quotidien du médecin. J'ai une question, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le problème lié aux prestataires et aux déchets. Est-ce que vous pourriez juste expliquer cet aspect-là? Et puis, je voulais également savoir la pollution mail ou choses numériques, en fait. C'est quoi, dans le fond, le problème? Qu'est-ce qu'on va gagner à supprimer les mails et à faire le ménage? Voilà, merci beaucoup. Alors, sur les déchets, le problème des prestataires, c'est que tous les territoires ne sont pas irrigués en prestataires, en fait. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, je suis dans le GHT, donc le groupement hospitalier de territoire avec le CHU de Clermont-Ferrand. Le CHU de Clermont-Ferrand a comme prestataire Veolia, pour ne pas le nommer. Nous, Veolia ne vient pas jusqu'à Moulins, donc nous n'avons pas accès à un grand prestataire qui serait susceptible d'avoir un certain nombre de filières. Alors, je cite ce nom, mais ça pourrait être un autre. Et donc, forcément, quand vous avez des territoires qui sont moins bien irrigués en prestataires, vous avez forcément un territoire qui est moins irrigué en nombre de filières. Donc, même si on essaye évidemment de les développer avec les éco-organismes, qui sont un vrai soutien, ça reste compliqué pour développer vraiment les mêmes filières que dans des grandes métropoles, en fait. Et sur le volet des mails, en fait, les mails, mais en fait, les stockages en général, représentent en fait un certain coût en fait, environnemental à la lecture, mais aussi au stockage. Et donc, l'enjeu en fait, de les supprimer, c'est aussi de pouvoir en fait, déjà éviter de consommer du stockage et d'en racheter, alors qu'on pourrait effectivement avoir une meilleure hygiène entre guillemets numérique. Et l'enjeu, donc, c'est environnemental, mais aussi un peu sociétal, c'est-à-dire que voilà, on sait que la pollution de mail, on en reçoit énormément, on n'arrive pas souvent à tout traiter. Voilà. Donc, il y a un enjeu à la fois qualité de vie au travail, mais aussi un enjeu aussi environnemental qui nous évite d'en racheter et qui nous évite de consommer en fait, de l'énergie et avoir un coût carbone. En fait. Voilà. Si vous avez une dernière question ou une autre question. Je vous remercie. Rudy, un grand merci. Je vais maintenant, dans les minutes qui me sont imparties, traiter deux sujets principaux. Tout d'abord, le constat qu'on vient de dresser là tous ensemble, et puis ensuite, les propositions faites par le C2DS ces derniers mois. Le constat, il serait très très long. Si je le résume, on voit bien que la période Covid a été une période de moteur de l'innovation, d'accélérateur, de cohésion. Vous voyez autour de la table, vous avez des praticiens, des médecins, du public, du privé, des directeurs d'établissements de santé. Ça, c'était complexe il y a quelques mois, donc c'est déjà un facteur de cohésion incroyable. Moteur d'innovation et accélérateur de solutions. On voit même des hôpitaux qui ont mis en place ces derniers mois du télétravail alors que c'était jusque-là impossible. Autre constat, on sait maintenant, et ça devient, j'ai envie de dire, évident,
que la multiplication des produits chimiques, des biocides utilisés favorise la création de bactéries multirésistantes, donc ça crée des nuisances très importantes alors que des solutions moins impactantes existent. On sait aussi, c'est sorti dans la presse très récemment, que à court terme, le changement climatique pourrait faire autant de morts que toutes les maladies infectieuses sur la planète. Donc le constat actuel sur ces sujets-là, c'est que la société dans son intégralité est en train de prendre conscience des enjeux de la sécurité sanitaire et environnementale. Et même cela va au-delà de l'hôpital, puisqu'aujourd'hui, d'autres secteurs comme le tourisme, l'événementiel ou la culture, avec Roselyne Bachelot qui vient d'en parler récemment dans une affirmation au ministère, comme quoi le développement durable et la RSE devaient devenir des piliers dans les politiques culturelles. Alors, les moyens et les réglementations qui arrivent devant nous sont foisonnantes. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vais quand même insister sur quelques-unes. Le plan de relance avec 100 milliards d'euros, dont 30% seraient affectés à la transition énergétique. Un plan de financement de l'assurance maladie en augmentation de 7,6%. L'Europe qui a validé hier soir dans la nuit, ça c'est très important, on n'en parle pas assez, le Parlement européen a voté pour une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, alors que l'accord de Paris avait voté pour une réduction de 40%. Ce qui veut dire que l'Europe est en train de mettre en place un plan de climat qui a été validé dans la nuit récemment, qui va nous obliger tous, fournisseurs industriels, établissements de société, collectivités, à réduire vraiment, pour de vrai, notre empreinte carbone. Un Ségur de la santé, une haute autorité de santé qui crée des référentiels très importants en matière de qualité, mais qui jusqu'à présent mettait en option le sujet du développement durable. Nous appelons de nos voeux que la santé environnementale et le développement durable ne soient pas optionnels dans notre pays. Et le PNSE 4, qui a été cité tout à l'heure par nos praticiens, qui, paraît-il, serait écrit dans les ministères, mais qu'aucun professionnel de santé en France n'a pu lire. Donc, ce constat, nous l'avons fait, il y a des moyens qui arrivent. En clair, le C2DS a travaillé sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ce document va vous être joint. Et je vais essayer de vous citer des décisions majeures à prendre qui transformeraient, d'une part, le système de santé dans notre pays, mais au-delà, qui transformerait également la santé de l'économie de notre pays. Dans les questions que vous avez posées tout à l'heure, vous étiez étonné de voir que peut-être il n'y avait pas assez d'incitation sur le tri notamment, ou sur la consommation d'énergie. Eh bien, je vais vous expliquer très clairement comment ça marche. En France, la transition énergétique n'est pas accessible à l'hôpital public parce que l'État n'a pas financé la transition énergétique de l'hôpital. C'est aussi simple que ça. Pour transformer les 100 millions de mètres carrés qui existent dans notre pays d'anciens bâtiments en bâtiments économes en énergie, il faut investir plusieurs milliards. Nous appelons donc de nos voeux depuis quelques années la création d'un fonds pour la rénovation énergétique du secteur hospitalier, dans lequel nous investirions pour rendre l'hôpital économe en eau et en énergie, et qui de ce fait pourrait être très rentable sur la décennie qui arrive. Mais pour ça, il faut un fonds spécifique. Ensuite, on a besoin non pas d'une écologie punitive, mais d'une écologie entre guillemets incitative. On a besoin d'incitations financières et dans le document relatif aux ODD, nous avons fait plusieurs propositions. La première, c'est d'appliquer par exemple un taux de TVA réduit, j'ouvre une parenthèse, sachant que les établissements de santé ne récupèrent pas la TVA. Ce qui veut dire que si on passe de 19,6 à 5,5 sur des produits bio en alimentation locaux et de saison, sur des produits de construction qui n'auraient pas de composés organiques volatiles, qui de ce fait garantiraient la qualité de l'air intérieur dans 100% des constructions hospitalières françaises. Eh bien, si on passe d'un taux de 19,6 à 5,5, l'hôpital pourrait acheter des produits sains, vertueux et non impactants, moins chers que des produits de mauvaise qualité. Donc, la réduction de la TVA sur les produits relatifs aux matériaux de construction, à l'alimentation, serait une incitation importante. Autre idée, la défiscalisation du tri sélectif. Aujourd'hui, un hôpital qui est vertueux, qui met 10, 20, 30, 40, 50 filières de tri, ça existe dans notre pays, eh bien, ça lui coûte plus cher que s'il jette tout dans ses ordures ménagères. C'est une honte. En réalité, il faudrait que les hôpitaux les plus vertueux aient la possibilité de défiscaliser leur tri, c'est-à-dire que s'ils payent les filières de tri de revalorisation, il n'est pas l'enlèvement des ordures ménagères à régler, sinon le plus vertueux est sanctionné. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut un financement à la qualité et intégrer dans ce qu'on appelle les IFAC un 8e chapitre pour que la RSE, le développement durable et la santé environnementale fassent partie des rémunérations et des reconnaissances pour le secteur. Nous parlons également de santé environnementale et d'éco-conception des soins. Est-ce que nous avons fait des études pour savoir si l'usage unique coûtait plus cher que l'usage multiple? Oui, bien sûr, il en existe. Mais qui a intérêt à le faire savoir? Aujourd'hui, on est face à des lobbies nombreux, puissants. Les lobbies de l'usage unique sont très puissants. On le voit bien, sortez dans la rue, vous verrez des gens exclusivement avec des masques jetables à usage unique qui proviennent d'Asie, sur lesquels on n'a aucune garantie, je pense que le docteur Caranco pourra nous le confirmer, de qualité et d'asepsie. Alors qu'on a des
industries françaises qui sont en capacité et qui font déjà des masques lavables à usage multiple, éco-conçus, respectant les normes AFNOR qui diviseraient par 30 à 50 l'impact financier, l'impact environnemental et aussi sur la santé humaine. Donc l'éco-conception des soins devient un véritable enjeu pour les années à venir, mais encore faut-il que ce soit organisé par l'État. Ensuite, au-delà des problématiques directes que pose la Covid, nous avons depuis quelques années dans les établissements une stratégie de santé environnementale. Je vais vous citer plusieurs exemples qui devraient vous intéresser. Comment se fait-il que dans notre pays, on distribue des biberons à usage unique dans les maternités? Comment se fait-il que les industriels du lait nous imposent des biberons en plastique à usage unique? Comment se fait-il qu'on soit obligé dans nos hôpitaux de jeter par an 9 millions de tétines, biberons et collerettes sans que ça intéresse personne? Quand je dis sans que ça intéresse personne, ça veut dire que ça fait à peu près 5 ans que nous écrivons au ministère de la Santé, au ministère de l'Environnement, à la DGCCRF pour les alerter sur la nature de ces plastiques qui, au passage, je le précise, sont interdits dans l'alimentation humaine à partir du 1er janvier 2021. Et pourtant, la totalité des biberons jetables à usage unique pour les nouveau-nés sont en plastique. Pire, et on a également alerté depuis 2 ans les ministères sur le sujet, ces plastiques relarguent des perturbateurs endocriniens dans les laits infantiles. Comment se fait-il que dans les laits infantiles en France, aujourd'hui, on retrouve des nanoparticules de dioxyde de titane cancérigènes, des perturbateurs endocriniens comme les phtalates ou les benzènes? Tout le monde le sait, personne n'agit. Les hôpitaux souhaitent agir et sont en train de s'organiser pour faire des appels d'offres et des appels à projets pour passer sur des biberons lavables en verre. Mais encore faut-il que nous ayons le soutien complet de l'État. Comment se fait-il que des matériaux de construction, des revêtements de sol notamment, relarguent dans l'air des composés organiques volatiles classés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques? Comment est-ce possible? Alors que l'on sait faire autrement, alors qu'il y a sur le marché des matériaux, mais bien sûr plus chers. Donc, soit des autorisations de mise sur le marché sur ces produits de construction, soit une réduction de TVA pour qu'encore une fois, les établissements puissent investir dans des produits qui soient moins impactants. Autre thématique majeure pour le monde de la santé, et puis pour les patients, pour les mamans, pour l'ensemble des citoyens français, comment se fait-il que les cosmétiques qu'on nous vend dans les pharmacies en France contiennent des perturbateurs endocriniens? Comment se fait-il que les établissements de santé soient obligés de distribuer des cosmétiques, des produits d'hygiène contenant 1, 2 ou 3 perturbateurs endocriniens, alors que nous alertons encore une fois l'État pour donner des autorisations de mise sur marché sur ces produits? Comment se fait-il qu'on vende dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies des cosmétiques, c'est-à-dire des déodorants, des lingettes ou des gels intimes pour fillettes à partir de 3 ans qui contiennent 1, 2 ou 3 perturbateurs endocriniens sans aucun contrôle, sans aucun étiquetage sur ces sujets? Vous voyez, il y a beaucoup de sujets sur la santé environnementale et les hôpitaux aujourd'hui sont en ordre de marche pour traiter ces sujets, mais encore faut-il qu'ils soient soutenus très fortement par leur tutelle et l'État. Un dernier mot sur les médicaments et les dispositifs médicaux. L'impact des médicaments et des dispositifs médicaux, vous l'imaginez, est absolument colossal. Que l'on parle de gaspillage médicamenteux, que l'on parle des rejets dans les urines des êtres humains, des molécules médicamenteuses. Eh bien, il existe dans d'autres pays comme la Suède l'indice PBT qui classe les médicaments en fonction de leur persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité de ces molécules. Nous pourrions l'adapter à la France sans aucun problème. Certains hôpitaux l'ont déjà fait, mais encore une fois, pour avoir de l'efficacité, il faudrait que ce soit fait de manière générale. Enfin, dans les propositions extrêmement concrètes, si on veut arriver à ce que l'hôpital et le secteur de la santé en général puissent véritablement vivre cette mutation, cette transition économique, énergétique et sanitaire, il faut, comme l'a dit tout à l'heure l'anesthésiste Amir Gerjana, il faut former nos professionnels médicaux, paramédicaux. Parce que les sujets qu'on évoque là aujourd'hui, nos gynécos, pédiatres, anesthésistes, directeurs d'hôpitaux ne sont pas formés, ou infirmières, ou sages-femmes, ne sont pas formés pendant leurs études sur ces sujets-là. Ça n'a pas de sens. Les mamans ou les patients français sont obligés d'aller sur Internet et sur Google pour se renseigner. Deuxième élément, il faut enfin arriver à mutualiser les bonnes pratiques. Comment se fait-il que quand on écrit au ministère de la Santé aujourd'hui pour proposer des bonnes pratiques qui permettent de réduire les impacts économiques ou sur l'environnement, ou sur la santé humaine, ou sur les trois, comment se fait-il que nous n'ayons ni interlocuteur, ni réponse? Ça me paraît étonnant. Troisième élément, il faut aussi des incitations telles que nous l'avons noté. Il faut de l'éco-conditionnalité dans les financements. Aujourd'hui, un établissement de santé qui touche des subventions, des financements, des aides de l'ARS ou de sa région, eh bien, doivent avoir de l'éco-conditionnalité pour que les plus vertueux soient financés. Enfin, il faut également du contrôle et de la sanction pour ceux qui ne respectent pas les règles. Si on veut décarboner le secteur de l'hospitalisation aujourd'hui, eh bien, il faut avoir un bilan carbone, il faut avoir un plan d'action, il faut réduire son impact et il faut que celui qui réalise cela soit incité, soit financé, soit reconnu, soit mis en lumière et que les autres, ceux qui ne le font pas, soient sanctionnés. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse.
celui qui est le plus vertueux est sanctionné parce que ça lui coûte plus cher, alors que ça devrait lui coûter moins cher. En conclusion, puisqu'il est une utopie, m'a-t-on dit à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale la semaine dernière, d'imaginer fusionner dans la décennie qui arrive les ministères de la Santé et de l'Environnement, alors que ce serait la solution innovante pour la décennie qui arrive, pour justement réduire les impacts sur la santé, l'environnement et l'économie de toutes ces activités. Puisque c'est une utopie, eh bien, nous demandons la création d'une agence nationale de la recherche et développement et de la santé environnementale pour mutualiser, identifier les bonnes pratiques à l'échelle du pays. Enfin, et ça sera avant d'échanger avec vous, si besoin, la raison d'être des professionnels de santé aujourd'hui pourrait être d'agir pour la santé aujourd'hui, mais également d'agir pour la santé des générations futures, parce qu'en réalité, sur le terrain, on sait le faire. Le seul endroit où ça bloque, ce sont dans ceux qui n'ont pas la vision nécessaire, c'est-à-dire ceux qui appliquent la politique de santé qui est aujourd'hui trop à court terme. On a essayé de respecter le timing. On est tous ici à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez. Geneviève Delacour, j'avais une question peut-être à Monsieur Chouvel qui est l'auteur, qui est un des auteurs des 50 propositions faites par la FHF. Comment a été reçu ce document par les autorités, par le ministère de la Santé, par le ministère du Développement durable? Est-ce que vous avez eu un écho favorable à vos propositions qui vont dans le même sens que ce que disait Monsieur Olivier Thomas? Oui, tout à fait. Alors, c'est la FHF directement. J'ai travaillé sur ce document, mais après, sur le volet vraiment réception du document, c'est la FHF qui nous a effectivement un peu tenu au courant. Je sais que le ministère de la Santé l'a plutôt bien accueilli. Je n'ai pas eu d'écho, par contre, sur le ministère de la Transition écologique. Je sais que voilà, plusieurs acteurs, y compris des parlementaires, l'ont lu. Je pense que certains s'en feront peut-être l'écho également, mais pour le moment, nous n'avons pas eu de retour, en tout cas, pour les auteurs, enfin, en partie en tout cas. La FHF a peut-être eu des retours, je ne pourrais pas vous dire honnêtement sur ce sujet. Je suis désolé, mais… Ce que je peux vous dire en complément, c'est que ce document est juste absolument génial. C'est-à-dire que dans les 50 propositions, il y a tout ce qu'en France, il faut faire pour le secteur de la santé. Quand on dit secteur de la santé, ça touche aussi bien, encore une fois, le public, le privé, le sanitaire et le médico-social. Le président Valtou, qui a écrit ce dossier, a très clairement demandé les conditions nécessaires et le financement nécessaire pour mettre en œuvre tout ce que nous préconisons. Il demande un soutien et un accompagnement adapté pour travailler sur la rénovation, la conception des bâtiments, la gestion de l'énergie, les mobilités douces, la gestion et la réduction des déchets, les achats, les aliments durables, tout ce que nous avons évoqué dans ce document qui est très synthétique, donc c'est véritablement une clé. L'État est capable d'avoir une politique à long terme sur l'aérospatiale. Aujourd'hui, on finance des missions sur Mars à 2050, alors qu'on n'est pas foutu dans notre pays de connaître le tarif d'un hôpital en janvier 2021. Très sincèrement, ce n'est pas sérieux. Donc le travail de la FHF aujourd'hui est un travail exemplaire qu'il faut impérativement soutenir. Bonjour. Bonjour. Sophie Marteau, je suis du quotidien du médecin. J'ai une question en fait sur les coûts que vous dites les hôpitaux vertueux qui mettent en place certaines mesures écologiques. Est-ce que vous pouvez citer des exemples en fait de choses qui ont été mises en place et de coûts du coup de ce service, de ces nouveaux services? Merci. Alors, un premier exemple sur la transition énergétique, c'est-à-dire sur l'isolation d'un établissement de santé. En effet, un hôpital, en moyenne, il faut retenir ce chiffre, consomme 500 kWh par mètre carré par an. Alors, pour les profanes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais sachant que l'objectif en France pour un bâtiment, c'est d'atteindre 50 kWh par mètre carré par an. Ça vous donne à peu près l'échelle. Il va falloir diviser par 10 quasiment la consommation des bâtiments. Donc, un hôpital qui veut réduire sa consommation énergétique peut le faire. Il peut isoler, il peut changer ses chaudières, il peut calorifuger toute sa tuyauterie. C'est tout à fait possible. Sauf que pour le faire, il faut investir de l'argent qui sera rentable sur une dizaine d'années. Il existe même aujourd'hui de l'autoconsommation. L'hôpital de Carcassonne a réussi à investir dans des panneaux solaires pour être en autoconsommation énergétique. Sur les déchets, on est en capacité de réduire le coût des déchets. Prenons l'exemple des biodéchets issus des cuisines. Eh bien, ces biodéchets peuvent se transformer en énergie pour alimenter des tramways. C'est le cas, par exemple, dans la ville de Lille. Sauf qu'il faut deux choses pour ça. D'une part, il faut qu'il y ait des filières organisées localement, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque l'État ne respecte pas lui-même les règles et les lois qu'il vote, puisque le tri des biodéchets en France est obligatoire pour tous les restaurants de plus de 10 tonnes par an, sauf que l'État n'a pas mis les filières en place. Donc, c'est quand même un peu compliqué.
Et on sait très bien que lorsque l'on met des déchets dans une filière de revalorisation, eh bien, d'une part, on économise beaucoup d'argent, mais d'autre part, il y a deux autres impacts. On réduit les impacts sur l'environnement et on réduit les impacts sur la santé humaine. En réalité, c'est pour ça qu'on parle d'éco-conception des soins. Il faut chiffrer la globalité de ces impacts. Ça ne se fait pas au niveau national, ça se fait de manière ponctuelle et régionale. Et l'idée est de mutualiser tout ça pour que ce que je vous citais comme exemple de traitement des biodéchets ou de cas de refugeage des tuyaux puisse être mis à la disposition de la totalité du secteur pour que ces économies puissent bénéficier au plus grand nombre. Autre exemple, vous avez sur la ville de Sarcelles des ambulanciers qui se sont mis d'accord avec des établissements de santé pour faire de covoiturage de patients hospitalisés. Ça paraît incroyable. Eh bien, en dialyse, en chimiothérapie et en chirurgie ambulatoire, depuis 5 ans, ces ambulanciers ont réussi à réduire de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre. 40%. C'est-à-dire qu'ils ont atteint les objectifs de 2030 quasiment, donc c'est possible. Et en plus, ils ont fait économiser à l'assurance maladie par an 100 000 euros. Vous voyez, c'est quand même étonnant que quand on met des sujets comme ceux-là sur la table, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas les diffuser et les faire savoir au plus grand nombre. Donc, il y a bien évidemment sur ces sujets-là un travail de mutualisation pour économiser beaucoup de moyens. Les panneaux solaires, quel hôpital avait mis les panneaux solaires? L'hôpital de Carcassonne notamment, mais d'autres l'ont fait également, hein, si vous voulez. Mais l'hôpital de Carcassonne a fait un projet très innovant, c'est-à-dire qu'ils ont créé un fonds en crowdfunding auprès de la population locale pour investir dans la transition énergétique de l'hôpital. Ils ont réussi à faire financer des ombrières photovoltaïques et des panneaux solaires en toiture, et ils sont quasiment en autoconsommation énergétique sur la ville de Carcassonne. C'est une première en France. Ce n'est pas une première dans le monde, puisqu'il existe un hôpital à Molette, à côté de Barcelone, qui a réussi à être en autonomie énergétique en géothermie à 100%. Et il y a également des hôpitaux aux États-Unis, dans le Wisconsin, qui ont dépassé l'autonomie énergétique, qui arrivent à revendre de l'énergie à la ville. Donc oui, c'est possible. Sauf que pour le rendre possible, il faut revenir au point préalable que je vous évoquais tout à l'heure. Il faut financer cette transition énergétique. Dans le budget d'un hôpital, cette ligne n'existe juste pas. Un directeur d'hôpital qui doit investir 1 million d'euros de transition énergétique pour en gagner 10 dans les 10 ans qui viennent, n'a pas ce million d'euros. Donc voilà, c'est juste que ça n'existe pas par l'État. Donc tant qu'on n'aura pas fait comme les Anglais qui ont créé un fonds pour la rénovation énergétique hospitalière, et de ce fait, les Anglais ont déjà réduit de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du pays sur le monde de la santé, tant qu'on n'aura pas en France un fonds dédié à cela et des interlocuteurs, eh bien ça veut dire tout simplement, je vous traduis autrement, que le monde de la santé, qui a une vocation d'exemplarité et de pédagogie, ne pourra pas assumer la transition écologique et énergétique dans ce pays. Si l'hôpital ne le fait pas, j'en arrive à me demander qui sera en capacité de le faire et qui sera en capacité de donner envie d'agir aux autres. S'ils ont dû créer un crowdfunding, c'est quand même assez navrant. Ça veut dire qu'en fait, c'est les locaux qui ont payé pour leurs hôpitaux, quoi, en fait. C'est navrant, oui, c'est navrant et c'est désespérant. Comme tout à l'heure, Lamia, notre anesthésiste, qui évoque qu'elle met en photo, et vous aurez cette photo. Et il y a d'autres établissements, on a des établissements sur le Cambrai également, qui nous ont envoyé leur personnel recouvert de sacs poubelles. Aujourd'hui, on n'en parle plus sur la pénurie des masques et des gants. Moi, je suis face à des professions paramédicales, des kinés, des infirmières. J'étais en discussion hier avec un syndicat d'infirmières et chez un kiné, me disant « j'ai plus de gants, on ne me livre plus de gants et de masques. Est-ce que vous acceptez que je vous manipule sans gants ?» Enfin, aujourd'hui, en 2020, à l'échelle de notre pays, alors qu'on sait qu'on doit réindustrialiser, alors qu'on peut le faire, sauf qu'il n'y a pas de pilote dans le bateau santé en France. Il n'y a pas de pilote et en plus, il n'y a pas de coordination sur les sujets santé et environnement, parce que les deux sont indissociables. Quand on voit qu'on utilise tellement de biocides, qu'on les rejette tellement dans la nature, qu'on est en train de fabriquer les bactéries multirésistantes de demain. C'est-à-dire qu'on est en train tous ensemble de fabriquer les maladies de demain, dont on ne connaît pas les traitements. Alors qu'il existe, et vous l'avez entendu du docteur Carenco, 2, 3, 4 techniques moins invasives, moins impactantes et tout aussi efficaces dans la lutte contre les infections nosocomiales, parce qu'on n'est pas dans un monde des bisounours. On ne dit pas il faut supprimer la chimie pour sauver la planète, pas du tout. On dit on peut lutter contre les infections nosocomiales, mais on peut aussi protéger la santé humaine et la biodiversité, c'est incontournable. Mais pour ça, il nous faut des interlocuteurs, des pilotes et des acteurs à l'échelle de l'État, quel que soit le pouvoir en place, parce que ce n'est pas nouveau. Sur ces sujets-là, toute l'équipe qui est autour de la table, ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Ça n'a pas changé, ni avec la droite, ni avec la gauche, ni avec le En Marche. Ça n'a pas changé. Nous n'avons juste pas de vision à long terme de la santé publique dans notre pays. Personne ne connaît aujourd'hui la vision de ce que l'on veut en termes de santé publique
à l'échelle de 2030, 2040, 2050. Alors qu'encore une fois, on finance des navettes spatiales, on finance des taxis sans roues, des taxis volants, mais on ne connaît pas le prix d'un seul hôpital français pour janvier 2021. Vous avez ici un directeur d'hôpital, il ne connaît pas les tarifs qu'il a pour janvier. Comment voulez-vous piloter des projets à long terme? Tous les projets qu'on évoque sont des projets à 10 ans. RSE, santé environnementale, développement durable, qualité de vie au travail des collaborateurs qui sont au bout parce que, alors qu'on sait qu'il y a des solutions, comment voulez-vous objectivement gérer ça si vous n'avez pas de budget pluriannuel avec des interlocuteurs compétents et qui comprennent les sujets? C'est juste pas possible. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas une alerte, hein, c'est pire que ça, parce que l'alerte, on l'a déjà dispensée depuis 15 ans. C'est un cri de détresse de la part des professionnels de santé qui sont ensemble autour de la table pour vous dire, nous, on sait faire. Alors écoutez-nous, parce que les solutions sont sur le terrain, elles sont déjà appliquées dans des dizaines et des centaines d'hôpitaux, sauf que ça n'a pas d'impact suffisant parce que ce n'est pas coordonné, ce n'est pas identifié, ce n'est pas financé. Si on est capable de faire ça, on peut être le premier pays au monde à avoir mis en place une stratégie de santé environnementale au cœur des politiques publiques. Et c'est une clé pour la santé des générations actuelles et futures. J'ai vu dans un hôpital privé et dans un EHPAD des rampes en cuivre. Ça fait partie des mesures, par exemple, de protection. Il paraît que le cuivre, en fait, ça permet de ne pas diffuser les microbes ou ça. Oui, ce n'est pas la seule solution, mais en effet, il y a plusieurs études sur le sujet, d'interrupteurs, de chasse d'eau, de poignées de porte en cuivre. Mais le docteur Carinco me dit non. Donc, je t'en prie, vas-y. Remets ton micro. C'est fait, merci. Non, je crois que là il ne faut pas confondre les actions un peu gadget et puis les actions de fond. Ouais. Voilà. Le cuivre, bien sûr, comme la plupart des métaux, ne faut pas pousser les bactéries, ça s'y oppose parce que c'est toxique pour les bactéries, très bien. Enfin, c'est pas avec une poignée en cuivre qu'on va sauver les infections nosocomiales. On a beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'autres. Vous nous avez quand même indiqué qu'il y avait plein de petites choses comme passer des microfibres. Oui, c'est des petites choses accumulées en fait. Vous savez, c'est l'histoire du colibri. Si vous accumulez les choses, bien sûr, il faut refaire tout. Dans ma maison, j'ai refait toutes les fenêtres et les choses comme ça. Bon, donc ça, c'est du lourd. Ça dépend de l'État. Il faut investir des projets. Il y a des projets qui ont été investis, par exemple, dans les quartiers. Pourquoi ne pas investir dans l'hôpital? Ça me semble assez clair quand même. Mais il y a aussi plein de choses accumulées qui font que… Vous parliez des blouses. Les blouses avec les gens qui ont des sacs poubelles à la place d'une blouse. Quand j'étais jeune, les médecins dans les hôpitaux, ils avaient des blouses qu'ils lavaient, quoi. Les chirurgiens, ils avaient des blouses qu'on lavait et les gens avaient des blouses qu'ils lavaient, quoi. Là, certainement, l'impact de la blanchisserie est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant par rapport à l'usage unique. Parce que c'est un circuit court, la blanchisserie. On le maîtrise, on sait à qui on a affaire. Et puis, si la blanchisserie appartient à l'hôpital, on peut la maîtriser aussi dans son activité et dans son effet de pollution. On ne maîtrise rien sur l'usage unique qui est fabriqué en dehors même du continent européen. Donc là, il y a de vrais impacts très, très importants et de vrais enjeux. Ça c'est un petit peu embêtant à entendre que vous ne maîtrisez pas l'usage unique, parce que ça pourrait… Non, on ne maîtrise absolument pas. Non, parce que ça pourrait éventuellement dire qu'il n'est peut-être pas aussi intéressant que ça. Non, il ne l'est pas. Il est important. Il est intéressant pour les lobbies et les industriels qui vendent des millions et des millions de produits avec la caution de l'État. Encore une fois, on distribue aujourd'hui dans le métro des masques à usage unique qui proviennent de Chine, alors qu'on a des industries françaises extraordinaires qui fabriquent des masques lavables, biosourcés, encore une fois, et respectant les normes ASMOR. Le docteur Jeanne Muret veut intervenir. Oui, sur l'usage unique, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est très important, c'est aussi de financer la recherche dans ce domaine. Il faut faire des cycles de vie, parce que l'usage unique, on ne peut pas tout jeter à la poubelle. Il y a des cas où, probablement, l'usage unique, c'est mieux que l'usage multiple. J'ai un collègue australien qui a fait une étude très intéressante en Australie. C'est pour vous donner un exemple pourquoi il faut aller au fond des choses. Il a fait une étude en Australie et il a montré qu'en Australie, l'usage unique, d'un point de vue écologique, c'est plus intéressant que l'usage multiple parce qu'ils ont une énergie qui provient exclusivement du charbon et que le charbon a un impact sur la planète qui, on le sait, est très néfaste. Et donc, en Australie, stériliser, nettoyer des objets à usage multiple, c'est mauvais pour la planète. Donc, il faut bien réfléchir, il faut prendre les objets, les dispositifs médicaux et même les techniques de soins
Et quand on veut faire une modification, il faut les étudier et donc il faut investir de l'argent là-dedans pour comprendre exactement ce qui se passe. Ma collègue tout à l'heure a parlé des fibroscopes jetables. Oui, c'est vrai, jeter un fibroscope à la poubelle après une utilisation, c'est mauvais. Mais il faut voir aussi qu'un fibroscope à usage multiple, il faut le nettoyer, il faut utiliser des produits extrêmement nocifs et néfastes pour la planète, Philippe peut en témoigner, et que quand on utilise un fibroscope une fois tous les 3 ou 4 mois, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un fibroscope à usage unique que de garder un fibroscope qu'il faut renettoyer régulièrement parce qu'on ne peut pas le laisser dans un placard, parce que si on veut l'utiliser au point T, il faut qu'il soit nettoyé. Donc tout ça, c'est de la recherche, et la recherche, ça se finance, et c'est toujours le même problème. Il faut de l'argent pour avancer sur ces questions et pas répondre. Il faut rechercher, étudier, travailler. C'est le reprocessing. Ce sont les techniques de reprocessing qui sont en place en Allemagne et aux États-Unis qui permettent de réutiliser 3 fois un dispositif médical qui est renvoyé au fabricant, décomposé, décortiqué, désinfecté. C'est pour ça qu'on insiste dans notre conclusion sur la création d'une agence spécifiquement dédiée à la R&D, la recherche et développement et à la santé environnementale pour, d'une part, prendre les bonnes décisions, les éclairer au regard de l'éco-conception des soins, mais surtout ensuite mutualiser les bonnes pratiques et puis dénoncer les mauvaises. L'histoire du reprocessing, en fait, vous dites c'est effectué en Allemagne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une consigne, quoi, en fait. Vous renvoyez le produit et il est nettoyé et il revient. Oui, Jeanne Muret va vous donner un autre éclairage, mais c'est ça. Donc, le reprocessing, c'est une méthode qui est aussi développée aux États-Unis. Il y a des sociétés qui s'occupent de ça. Le problème en France et en Allemagne, tout ne peut pas être reprocessé, c'est qu'il y a des lois européennes qui empêchent de reprocesser parce qu'un dispositif à usage unique, c'est usage unique et dans les réglementations de l'Union européenne, il faut aussi travailler là-dessus avec les politiques pour faire avancer la réglementation. Il y a vraiment un problème de réglementation sur le reprocessing. Maintenant, il y a effectivement des dispositifs à usage unique qu'on pourrait réutiliser un certain nombre de fois sous couvert de règles très, très strictes. Et c'est ce qui se fait en particulier pour tout ce qui est outils chirurgicaux, par exemple en célioscopie. On a des pinces très perfectionnées qu'on peut utiliser qu'une seule fois parce qu'il y a écrit dessus usage unique, alors qu'il y a des techniques, il y a des sociétés qui peuvent le faire. Mais là, c'est la réglementation qui nous piège parce que la réglementation est très sévère sur ces questions et peut-être Philippe Carinco peut en dire un mot. Toute la difficulté, c'est le principe de précaution, quoi. Oui, ce sont des réglementations qui ont été faites à une certaine époque et c'était l'époque où il régnait le risque Creutzfeldt-Jakob qui a donc orienté tous les dispositifs médicaux le plus possible vers de l'usage unique parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour éviter la transmission croisée de cette maladie qui est peu sensible aux désinfectants et même à la température. Donc, à l'époque, bien sûr, il y avait de bonnes raisons peut-être pour orienter. Maintenant, on maîtrise mieux à la fois les circuits, et les pathologies, et je pense qu'on peut effectivement retravailler pour ne pas gaspiller des matériaux qui sont précieux, qui ont été retravaillés, qui ont été façonnés de façon très complexe, qui coûtent donc énormément, bien sûr, à la fabrication et que l'on perd à chaque usage. Il y a beaucoup de travail, effectivement, comme l'a dit Jeanne, de recherche et de prospection à faire pour des gains sur des matériaux sensibles. Il y a une expérience qui est menée à ce sujet au CHU de Strasbourg. Vous êtes au courant, Madame Muret? Elle arrive. Une expérience de reprocessing? De recyclage des lames de laryngoscopie, etc. Ah oui, tout à fait. Opératoire. Juliette Marc-Anthony, qui fait partie du comité de développement durable de la SFAR, de la Société française d'anesthésie et réanimation, et qui a mis en place un projet assez ambitieux sur l'hôpital de Strasbourg, avec un très très fort soutien de la direction de l'hôpital, de la cellule de développement durable, etc. Et c'est un projet, alors ce n'est pas du reprocessing, c'est un projet de réutilisation des outils, du métal issu des déchets de soins, et effectivement porté par l'hôpital avec une généralisation. Au départ, elle est partie d'un hôpital de Strasbourg, une généralisation à tous les centres hospitaliers de la ville. C'est un projet très intéressant
d'autant qu'elle a impliqué aussi le secteur chirurgical. Donc nous, on est anesthésistes, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'intéresse à ces questions. Notre société savante nous a suivis, mais il faut savoir qu'on est un peu isolé, qu'on a du mal à accrocher les autres spécialités, mais ça commence à venir. On a des contacts avec la Société française d'ophtalmologie, les orthopédistes aussi s'y sont mis. Et à Strasbourg, c'est les chirurgiens digestifs qui, effectivement, sont aussi sensibilisés à ces questions et qui ont travaillé avec le docteur Marc Antony pour développer ce projet. Donc, c'est un projet de filière, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, sauf que là-bas, ça marche apparemment, de recyclage des métaux au bloc opératoire et de filière en aval qui permet de valoriser les métaux qui sont récupérés au bloc opératoire. Mais ce n'est pas du reprocessing. Alors, je repasse la parole. Vous voyez, sur ce que l'on vient d'entendre là, ce qu'il faut que vous sachiez, parce que ce n'est pas forcément diffusé, des bonnes pratiques, des innovations, des tests dans le pays, il y en a plein. On peut vous en citer quelques-unes, il y en a énormément, sauf qu'elles ne sont pas évaluées. J'ai envie de vous en citer deux. Aujourd'hui, on saurait revaloriser les déchets d'activités de soins à risque infectieux. Qu'est-ce qu'on trouve dans une poubelle de Lasserie? On trouve 4 matières. De la ouate de cellulose, du métal à usage unique, du verre médical et du plastique. On sait le trier, on sait le revaloriser. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible pour des raisons. D'une part, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que le tri sélectif coûte plus cher à un hôpital que s'il n'en fait pas. D'autre part, il y a beaucoup de dispositifs médicaux qui contiennent des phtalates et les plastiques contenant des phtalates, dangereux pour la santé humaine, car perturbateurs endocriniens, ne permettent pas d'être derrière revalorisés. C'est le premier élément. Vous avez d'autres aujourd'hui acteurs qui, comme un laboratoire, je ne vais pas citer son nom, nous a proposé une expérimentation pour revaloriser les bonbonnes de gaz en aluminium pur. Eh bien ça, vous voyez, c'est interdit dans le pays. Ça veut dire qu'il faut demander des dérogations pour arriver à le faire. C'est en train de fonctionner, ce qui veut dire qu'à l'échelle du pays, demain, on pourrait imaginer, il y a des anesthésistes dans la salle, que toutes ces bonbonnes de gaz qui aujourd'hui sont détruites par incinération puissent être collectées, triées, collectées et revalorisées. C'est-à-dire qu'on récupère cette matière et cet aluminium pour faire ce qu'on appelle de l'économie circulaire, c'est-à-dire transformer les matières résiduelles des uns en matières premières chez les autres. Autre exemple, les établissements de santé se sont aperçus que dans les dispositifs médicaux, d'ailleurs dont on n'arrive pas à voir la composition de la part des industriels, je le dis au passage parce que ça fait partie des sujets qui nous irritent tous sur le terrain, on ne sait pas la nature d'un implant qu'on l'on met dans le corps humain, on ne sait pas la nature d'un dispositif médical, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si ça le relargue, et de ce fait, ne le sachant pas, on n'est pas en capacité de prendre les bonnes décisions. Je voudrais permettre à Laurence Fontenelle, qui est la vice-présidente du C2DS, de vous faire part aussi d'une expérience. Bonjour. Donc, Laurence Fontenelle, je suis vice-présidente du C2DS, administratrice du C2DS depuis une dizaine d'années et attachée d'administration dans un hôpital du sud de la France, un nécessaire à Lamel-les-Bains, dans le département de l'Hérault. En fait, nous avons souhaité développer une démarche d'éco-conception des soins. Ce projet, en fait, a pu naître dans notre établissement avec le concours de la direction des soins, la direction générale, bien sûr, parce que tous les sujets que nous abordons depuis ce matin, j'entends les collègues anesthésistes, médecins, directeurs, sans volonté de la direction, il ne peut rien se passer. Très concrètement, sur le terrain, il ne se passera rien. Donc, nous sommes partis sur un projet d'éco-conception souhaitant analyser, au départ, un soin d'hygiène et de confort dans notre établissement sur un patient post-AVC. Ça paraît simple, mais parfois les choses les plus simples sont les plus parlantes et les plus percutantes. Donc, nous avons réuni un ensemble de professionnels avec toutes les parties prenantes autour de la table, que ce soit les personnels du technique, les personnels de rééducation, les médecins, etc. Toutes les parties prenantes, parce que tout le monde est important et nous sommes bien en effet sur des démarches d'horizontalité. Analyser ce soin, on l'a fait au regard des 3 piliers du développement durable, que ce soit au niveau environnemental, social et économique. Les conclusions, je ne vais pas vous faire toute la méthodo, etc. C'était un travail très puissant de 18 mois. On a été accompagnés et ça a été une expérience très riche, très, très riche. Mais encore une fois, nous l'avons fait parce que notre établissement avait cette volonté, pas parce qu'on avait une ligne budgétaire précise. On l'a fait sur du temps, en dehors des heures des professionnels. Les analyses ont été faites une fois qu'ils terminaient leur service à 14 heures. Ils sont restés pour faire tout ce travail d'éco-conception des soins. Donc, en conclusion, je dirais que sur les 3 piliers du développement durable, on est en train de parfaire cette analyse. Elle est toute récente. En tout cas,
Moi, je tiens à dire que sur le pilier économique, il est évident que nous avons des pistes, que ce soit de réduction des dasseries, comme nous l'avons vu, c'est un poste quand même très important, que ce soit au niveau de l'achat des produits. Au niveau environnemental, on a fait une passerelle très puissante sur le lien avec la santé environnementale, l'analyse des produits utilisés. Et parfois, même si on s'aperçoit que des emballages paraissent verts et annoncent de belles politiques, quand on analyse vraiment le risque chimique, on a de très grandes surprises. Donc là aussi, les professionnels ont été surpris et ont envie d'améliorer la prise en charge des patients, parce que c'est quand même la mission première d'un établissement de santé. Au niveau social, sur le pilier social, ça a été important aussi, cette analyse éco-conception des soins. Ça a permis, bien évidemment, le décloisonnement entre professionnels. Ça a permis aussi, surtout, d'injecter du sens. L'hôpital, aujourd'hui, a besoin de sens, on en est tous bien conscients. Et pratiquer des analyses comme ça et pousser à des analyses d'éco-conception des soins permettra de réinjecter du sens et peut-être, et surtout, d'améliorer, et comme le disait Olivier Thomas, que l'hôpital soit un peu plus exemplaire. À mon sens, tous ces travaux doivent être axés, bien évidemment, comme nous l'avons dit, autour de la prévention. Il faut que l'État, il faut que nos politiques publiques prennent bien conscience de cela. Un hôpital doit travailler sur la prévention et lui donner les moyens. Donc, il y a des pistes qui ont été données par des interlocuteurs précédents, mais c'est vrai que la Haute Autorité de Santé a injecté du développement durable en 2009 par sa certification à l'époque qu'on appelait V2010. Les choses évoluent. Je pense qu'il faudrait recentrer davantage et inciter en effet les établissements à aller sur ces sujets-là qui aujourd'hui sont plus que nécessaires. Nous n'avons plus le choix. Il faut vraiment aller sur ces terrains-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, il faudrait déjà créer un poste spécifique dans chaque hôpital pour faire une analyse liée à chaque hôpital. Alors, c'est ce que le président de la FHF a demandé au ministre dans son dossier, c'est-à-dire de financer un poste de responsable à RSE dans tous les hôpitaux français. En effet, ils ont fait cette demande et c'est, entre guillemets, incontournable. Mais ça ne suffira pas parce que vous pouvez avoir une personne formée dans chaque établissement. S'il n'y a pas les budgets et la formation globale de l'ensemble des acteurs pour partager le même répertoire, entre guillemets, ça ne suffira pas. Donc, ça fait partie des conditions importantes, mais qui ne suffiront pas. Oui, mais il faut que vous analysiez chaque hôpital, parce que l'hôpital de Carcassonne, qui a traité par exemple le problème énergétique, n'aura pas la même difficulté que l'hôpital, je sais pas, que Villejuif par exemple. Qui Bien sûr, c'est ce qu'on a proposé au ministère de la Santé cet été, là, très exactement. Nous avons proposé la construction d'une plateforme vivante dans laquelle toutes les actions exemplaires que nous avons identifiées puissent être mises à la disposition de tous les établissements et de tous les groupements hospitaliers de territoire. Bon, hélas, nous n'avons pas eu de réponse, je comprends qu'ils soient débordés, mais pendant ce temps, toutes ces belles actions exemplaires ne peuvent pas être mutualisées dans l'ensemble du secteur puisqu'il n'y a pas d'outil. Donc, nous avons fait un outil qui est à la disposition des adhérents de l'association. Mais ça ne suffit pas, puisqu'on est même, si on est heureux d'avoir 500 établissements de santé adhérents, eh bien, si l'on compte le secteur hospitalier, public, privé et le secteur médico-social, je crois qu'il y en a 42 000 dans le pays. Et si nous mutualisions les belles pratiques, les actions exemplaires à l'échelle des 42 000, eh bien, très sincèrement, nous pourrions réduire de manière très importante l'empreinte écologique, énergétique, sociale et sociétale de notre secteur. On pourrait même imaginer que la santé, qui est considérée par les Français plus comme par le trou de la Sécu, on pourrait imaginer que la santé devienne véritablement un vecteur de la santé de l'économie du pays, au-delà de la santé publique. Excusez-moi, vous savez, sur les 42 000 établissements de santé en France, combien ont développé une stratégie de santé durable? Est-ce que ce sont les 500 du coup, établissements qui sont adhérents chez vous ou est-ce qu'il y en a plus? Non, il y en a certainement plus, si vous voulez. On n'a pas du tout la prétention de penser que tous les établissements qui font des choses sont adhérents chez nous. Je peux même vous dire autre chose. Tous les établissements de santé, aujourd'hui, mettent en place des actions sur le développement durable. Tous. Sauf que, ils ne le savent pas forcément parce que ce n'est pas identifié, ce n'est pas structuré, ce n'est pas coordonné, ce n'est pas mutualisé. Mais dans tous les établissements où on passe, parce que c'est notre quotidien d'être sur le terrain et de rencontrer des professionnels, je peux vous affirmer qu'on rencontre des actions exemplaires partout. Ce qui est dommage, c'est qu'elles ne sont pas mises en lumière. Quand je disais tout à l'heure, ce qu'a repris Laurence Fontenelle, justement, que la Haute Autorité de Santé a mis des références, des 45 items sur le développement durable, ils sont optionnels. Ça n'a pas de sens. La santé environnementale et le développement durable, ce n'est pas optionnel. Ça ne peut pas être optionnel. Ce qui veut dire que ça tire vers le bas. Les établissements les plus engagés ne sont pas de ce fait reconnus sur ce qu'ils font, ne sont jamais mis en lumière. Ça n'a pas de sens.
alors que les établissements qui ne font pas ne sont pas sanctionnés. Donc, en fait, il faut inverser la tendance et mettre en lumière toutes ces belles actions qui sont aujourd'hui vraiment multiples et éparses. Il faut les concentrer. Mais pour les concentrer, je reviens sur cette idée, il faut une entité qui soit une agence dédiée à la R&D, à la santé environnementale, pour identifier, mutualiser, former les acteurs et faire de ce sujet un sujet au cœur des politiques de santé. Est-ce que ce n'est pas créer une nouvelle administration lourde qui empêchera les choses de se mettre en place? Bien sûr, alors bien sûr que oui. Parce qu'on est quand même un peu bouffé par l'administration. Et si c'est pour avoir un nouveau conseil qui va étudier les trucs pendant 10 ans et ne pas agir, c'est un peu chiant, quoi. Oui. Parce que là, maintenant, à un moment donné, au niveau écologique, il va falloir vraiment passer à l'action, quoi. Oui. Alors, je suis à fond d'accord avec vous. On a trop d'agences, et pas d'interlocuteurs. C'est quand même stupéfiant. C'est-à-dire qu'on en a plein, personne ne se parle. Aujourd'hui, je pourrais vous montrer les courriers que nous avons envoyés à toutes les agences françaises sur la problématique des perturbateurs endocriniens et des nanoparticules dans les laits infantiles, qui est quand même un problème majeur, parce que tous nos nouveau-nés ingurgitent à la première heure de leur vie, sauf s'ils sont allaités, des perturbateurs endocriniens avérés. Eh bien, c'est marrant, chaque agence se renvoie la balle. J'ai des courriers, une super collection de courriers que je m'engage à envoyer à tous ceux qui me le demandent. Chacun se renvoyant la balle en disant « c'est pas moi, c'est l'autre ». Donc oui, je suis d'accord, il y a trop d'agences. Sauf que nous, ce qu'on sait, c'est que nous, on est agile et petit. Et qu'en étant agile et petit, c'est-à-dire que dans notre organisation, on est 25. Vous voyez, on est 25. Et à 25, on est capable de mutualiser de la recherche, on est capable de faire de l'éco-conception des soins, on est capable de mutualiser les bonnes pratiques. Il ne faut pas créer une agence avec 800 personnes. Ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de recréer de nouvelles ARS. Non. Il n'est pas question de recréer. Oui, je vous rejoins. On est bien d'accord. Mais il n'est pas question de recréer des nouvelles ARS. Il est question de créer du lien. Aujourd'hui, les ARS, certaines ARS ont des actions extraordinaires sur le sujet. Je vais vous citer Occitanie, PACA et Nouvelle-Aquitaine. Exemplaires même au niveau européen. Personne ne le sait. Mais il n'y a pas de coordination entre ces ARS et les autres sur les actions exemplaires. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas créer une agence de plus, on est bien d'accord. Mais il faut coordonner les actions. Il faut qu'il y ait des interlocuteurs chargés de cela. Prenez l'exemple des hauts fonctionnaires au développement durable dans tous les ministères français. Personne n'en entend jamais parler. Vous avez des hauts fonctionnaires qui sont là, personne n'en entend jamais parler. On ne sait pas ce qu'ils font. Quand on les sollicite, ils ne répondent pas. Donc les moyens sont là. Je peux vous assurer que les moyens sont là. Les agences sont là, sauf qu'elles ne sont pas coordonnées. Donc on est d'accord, ce n'est pas de créer une énième administration. On n'est pas du tout dans cette dynamique. Nous, on est dans la dynamique de dire, nous, on a identifié des bonnes pratiques. On en connaît, on peut vous en écrire un livre. On en a énormément. D'une part, on a identifié ça. D'autre part, on a identifié des mauvaises pratiques, dangereuses pour l'environnement ou pour la santé humaine. Ça, il faut le mutualiser. Et on sait aussi quelles sont les solutions d'incitation financière à mettre en œuvre pour que la décennie à venir change. Tout ça, cette matière, elle existe, elle est là. Voilà. Tout ça est à la disposition de l'État, des gouvernements. Le problème, c'est qu'on a trop d'interlocuteurs et aucun qui soit dédié à nos sujets. Donc, il faut dédier des acteurs à ce sujet-là. D'accord. Des coordinateurs, en fait. Oui, bien sûr. On n'est pas du tout dans la dynamique, nous, d'une administration lourde et qui fasse le boulot à la place d'eux. Non, coordonnons. Quand vous voyez un hôpital qui a fait du crowdfunding à Carcassonne, qui a réussi ça, ils ont réussi à réduire leur facture énergétique. Comme je vous parlais tout à l'heure du covoiturage à Sarcelles avec 100 000 € d'économie par an. 100 000 € et 40% d'économie de gaz à effet de serre. Mais pourquoi, quand on écrit à nos ministères de tutelle sur le sujet, on n'a juste jamais d'interlocuteur ou de réponse? C'est tout ce qu'il faut arriver à faire. Et des agents dans l'administration française, je peux vous dire qu'il y en a. Donc, il suffit d'en enlever quelques-uns dans certaines agences et de les concentrer sur une agence de la R&D et de la santé environnementale et on fera vraiment des choses exceptionnelles dans ce pays parce que les acteurs de terrain sont exceptionnels. C'est ça qui est totalement frustrant et incroyable, c'est que nous, au quotidien, on rencontre que des gens comme ceux que vous avez autour de la table, c'est-à-dire volontaires, engagés, mais qui sont bloqués exclusivement par l'absence de vision de l'État et par l'absence de politique publique sur ces sujets-là. C'est tout. Le terrain est prêt et le terrain agit. Sauf que l'énergie qui est mise sur le terrain, hélas, qui est décuplée, qui est énorme, qui est magnifique, hélas, elle n'est pas mise en lumière, elle n'est pas montrée, elle n'est pas coordonnée, elle n'est pas soutenue. Il faut la soutenir, il faut la reconnaître et il faut juste la coordonner. Écoutez, je vous propose peut-être de conclure. Nous, on peut rester à disposition, mais on s'était engagé à ne pas dépasser 1 heure. On a mobilisé beaucoup de votre temps. De toute façon, on est en contact. Si vous avez des réponses le dossier de presse va vous être adressé
dans l'après-midi. Tous les interlocuteurs autour de la table sont à votre disposition aujourd'hui, demain et pour la suite. Mais sachez que de toute façon, sur ces sujets-là, nous sommes bien convaincus du bien fondé de nos propositions. On ne lâchera pas l'affaire. Et agir pour la santé des générations actuelles et futures, c'est notre raison d'être, donc on n'est pas prêt d'arrêter. Merci de votre disponibilité. Merci à tous les intervenants de votre énergie, de votre passion et d'avoir aussi bloqué votre matinée. Merci beaucoup à tous.